démission du ministre Éric Kerr, c'est ce qu'il faut retenir à cette heure-ci. Pourquoi? Parce que la pression devenait insoutenable. Encore ce matin, dans le journal Le Devoir, on apprenait que lors d'une réunion en juin 2022, M. Kerr a été... on a discuté des dépassements de coûts, alors qu'il disait « on ne m'a jamais parlé des dépassements de coûts ». Mais il y avait des items à une réunion qui étaient très clairs. Donc, dans Le Devoir, le Journal de Québec a ajouté ensuite une information selon laquelle il a autorisé le conseil d'administration de la SAAQ à diviser des montants en augmentation pour les faire passer davantage inaperçus. Bref, vous imaginez, là, il commençait à faire très, très chaud. M. Legault a décidé, donc, de demander à son ministre de démissionner, même si lui a officiellement qu'il a offert. Opposition qui réagisse. La lumière doit être faite plus que jamais. Et seule une commission d'enquête publique et indépendante va nous permettre d'aller voir ce qui s'est passé réellement. C'est pas fini. On a encore énormément de questions, énormément de doutes, d'hypothèses. Et la seule façon d'y répondre, c'est que François Legault doit déclencher une enquête, une commission d'enquête publique le plus rapidement possible. Puis il continue de dire, on ne le savait pas qu'il y avait un problème. On ne le savait pas qu'il y avait un dépassement de coûts. On continue à nier les faits. Alors, avec nous, Christine Saint-Pierre, Stéphane Bergeron du Bloc québécois, Michael Fortier, ancien ministre conservateur, Christine Saint-Pierre, ancienne ministre. Alors, premier tour de table, est-ce que cette démission devenait inévitable, Christine? Tout à fait. La pression était énorme et je pense qu'il ne pouvait pas résister là, une heure de plus. Alors, Éric Kerr dit qu'il était une distraction, mais en même temps, c'est lui qui était porteur de cet important chantier-là. Et il aura aussi peut-être encore des questions auxquelles il faudra répondre parce que oui, Éric Kerr, mais il y a aussi toute la question du Conseil du Trésor, les règles qui ont été changées là, pour les contrats. Ça, c'est un arrêté ministériel signé par Éric Kerr. Donc, il y a eu aussi Sonia Lebel, présidente du Conseil du Trésor, qui a probablement eu connaissance de ça. Alors, il y a toutes sortes de questions encore qui se posent, mais celui qui était visé en premier, c'est Éric Kerr. Là, il se tasse, mais la question n'est pas terminée et le débat n'est pas terminé. Parce que la journaliste Sioui dans Le Devoir ce matin montrait, Stéphane Bergeron et Michael Fortier, qu'il y a eu des réunions à laquelle a assisté le ministre en 2022 où il y a été question de dépassement de coûts à 416 millions, le voit, 13 juin 22 et le 31 octobre 2022. Il y a moins de la moitié, lui expliquait-on, des tests qui étaient commencés à ce moment-là. Donc, Stéphane Bergeron, Michael Fortier, Stéphane, d'abord, les taux se resserraient sur lui, là. Je pense, comme Christine, que la démission était devenue absolument inévitable. Il était devenu, d'après ses propres termes, une distraction, mais on écoute la ministre Guilbeault et on a l'impression qu'il est aussi devenu l'agneau sacrificiel. C'est-à-dire, on espère que avec la démission d'Éric Kerr, la pression sur le gouvernement va tomber. Le premier ministre nous a dit « Moi, je veux passer à un autre appel. Il y a les tarifs qui s'en viennent. Il y a donc des choses plus importantes qui m'attendent. » Mais je crains, un peu comme Christine, que la pression ne tombera pas parce qu'il y a encore des questions qui se posent, c'est très clair. Et le gouvernement s'entête à vouloir viser tout le monde, sauf les membres du Conseil des ministres. On vise les partis d'opposition, on vise les gouvernements antérieurs, on vise la machine de la SAQ, mais on semble se dire qu'il n'y a aucune responsabilité de la part de qui que ce soit à l'intérieur du gouvernement. Et ça, dans un régime parlementaire de type britannique, c'est tout simplement pas possible. Michael Fortier, c'était inévitable, vous croyez aussi, ce départ? Il a démissionné. Tout le monde voulait qu'il démissionne. La responsabilité ministérielle, il a démissionné. En fait, il était là à la période de questions aujourd'hui. Moi, je ne le connais pas du tout. Je n'ai jamais parlé à Éric Kerr de ma vie. Mais c'est quand même une personne avec une drôle de personnalité. Il était là aujourd'hui. Il a répondu à chacune des questions qui lui ont été posées sur le sujet.
J'aurais jamais pensé Est-ce qu'il qu'il aurait avait démissionné. reçu ou pas l'appel du premier ministre à ce moment-là? Mais peu importe, Patrice, on ne le sait pas, puis on le saura quand Legault écrira ses mémoires. La question, c'est qu'il était quand même là. Il a démissionné comme les partis d'opposition voulaient. Là, les partis d'opposition demandent une enquête, une commission royale d'enquête. Savez-vous quoi, ce que les Québécois aimeraient? Ils aimeraient ça qu'on change les protocoles pour l'octroi des contrats en informatique dans l'avenir. C'est ça que les Québécois aimeraient. Savez-vous quoi? On aimerait une commission d'enquête sur la meilleure façon de gérer les besoins informatiques de l'État. Le nombre de ratés au fil des 25 dernières années, c'est absolument incroyable. Mon dernier point, dernière observation, on écoutait en entrée de jeu, Patrice, le point de presse de Mme Guilbeault. Mme Guilbeault, moi, si un jour je démissionne, là, je vous demanderais de ne pas l'appeler pour qu'elle parle de moi comme personne exceptionnelle. Parce qu'elle a dit de lui, avec le ton qu'on lui connaît, que c'était un mentor. Il lui avait montré la ville de Québec. Il l'avait amené partout. Mais dès qu'il fut question de savoir si M. Kerr était responsable de ceci ou cela, vous avez vu le ton changer. Puis elle a dit aux journalistes, allez lui poser des questions à lui, pas à moi. Et ça, c'est quelqu'un, c'est pas un allié. Ça, c'est quelqu'un qui avait l'air très satisfaite que M. Kerr était parti. Et Mme Guilbeault, elle est fidèle à sa réputation au cabinet d'une personne qui pense d'abord à elle et surtout à elle. Christine Saint-Pierre, vous avez dit que c'est pas fini parce que, bon, il y a des questions qui se posent, entre autres, ce décret. Puis sans entrer dans les technicalités de tout ça, c'est quand même, vous avez raison, c'est pas un détail. On a passé un décret. C'est pas un détail. On a passé un décret pour permettre au conseil d'administration de la SAAQ de scinder des montants de dépassement pour qu'ils n'apparaissent pas publiquement sur un site. Ça me paraît en soi énorme. C'est énorme, mais regardons aussi le contexte. Nous sommes en juin 2022. En juin 2022, on est à la veille d'une campagne électorale. Alors, la CAQ veut gagner, bien sûr, les élections. On le comprend. Cette campagne électorale-là est importante. Donc, Éric Kerr a cette rencontre-là. Il nie d'ailleurs qu'il y a eu des informations, mais il y a quand même eu cette rencontre-là. Là, c'est ce que le journal dit ce matin. Et il y a eu cette rencontre où on parle de dépassement de coûts. On parle de 222 millions de dollars. Ensuite, Éric Kerr décide, sous le conseil probablement de son sous-ministre, M. Rodrigue, on va peut-être en parler tantôt, M. Rodrigue, et là, il décide de changer les règles, de signer un arrêté ministériel pour changer les règles du Conseil du Trésor. Mais un arrêté ministériel, si ma mémoire est bonne, là, ça doit faire son chemin vers le Conseil du Trésor et vers le Conseil des ministres. Alors, il y a des explications aussi qu'il faut obtenir de ce côté-là. On est en campagne électorale, on ne veut pas que la population soit alertée sur ces dépassements de coûts-là. Et Éric Kerr procède de cette manière-là sous le conseil de son sous-ministre où il décide de le faire lui-même. Et ça, c'est, à mon avis, très grave. Je pense qu'il faut aller au fond des choses. Le premier ministre a dit sur son compte X, tout à l'heure, là, je lisais sur son compte X, il disait, je le cite, on va aller au fond des choses. Et oui, on va aller au fond des choses. Il faudra aller au fond des choses parce que la population, là, elle veut savoir où sont allés pourquoi ces centaines de millions de dollars-là de dépassement ont eu lieu et la population a le droit d'avoir des réponses. Pourquoi une enquête publique? Parce que dans une enquête publique, bien, comme vous le savez, c'est un show de télévision, les gens regardent ça, les gens écoutent pas les débats, mais les questions qui sont posées et ils sont capables de se faire une idée par eux-mêmes. Pas des enquêtes en cachette à l'UPAC ou une enquête à l'Autorité des marchés ou une enquête que la ministre Guilbeault a annoncée tout à l'heure avec quelqu'un d'indépendant. On veut que les livres soient ouverts devant le public. Donc, enquête publique, la pression ne va évidemment pas s'apaiser, baisser. Stéphane Bergeron, Michael Fortier, pour une enquête plus large. Vous aviez l'air à douter, Michael, mais d'abord, Stéphane Bergeron, est-ce qu'on a besoin d'une enquête publique? Bien, moi, je suis content de voir que ma collègue Christine semble maintenant vendue à l'idée de l'importance et de la pertinence dans une enquête publique. Avec la mémoire. J'ai joué une un peu époque dans où je réclamais une enquête publique et le gouvernement résistait
fortement à l'idée de déclencher cette enquête publique, mais quoi qu'il en soit, je pense Gouvernement, effectivement qu'il y a quelque expliquez chose aux gens, d'extrêmement grand. expliquez aux gens, parce que là, Oui, bien, je les parlais de initiés l'enquête qu'on... publique Quand même. M. C'est pas Charest, mon procès à l'enquête moi publique aujourd'hui, sur sur l'industrie de la construction. Alors, l'enquête publique a finalement été déclenchée, mais le gouvernement a résisté tant et plus à l'idée de déclencher cette enquête. Et maintenant, le gouvernement de la CAQ se retrouve un peu dans la même situation, alors qu'il réclamait le déclenchement de l'enquête publique sur l'industrie de la construction. Là, ils sont les deux pieds sur le frein et puis ils ne veulent pas en déclencher une. Mais Christine a raison, il y a quelque chose d'extrêmement grave qui s'est passé, puis la ministre Guilbeault ne peut pas simplement jeter son collègue sous l'autobus en disant « moi, j'ai rien à voir avec ça ». Elle a quelque chose à voir avec ça parce que l'arrêté ministériel, il est adopté par le Conseil des ministres. Il y a des explications qui sont données dans les comités ministériels, il y a des explications qui sont données au Conseil des ministres, puis en bout de piste, la décision est prise par le Conseil des ministres. Donc, on ne peut pas plaider l'ignorance, on ne peut pas plaider l'innocence dans une décision aussi grave que celle qui a été prise pour cacher les chiffres qui démontrent l'ampleur du trou béant sur le plan financier de cette opération. Mais je veux bien, là. Puis c'est sûr que je ne me ferai pas des amis, surtout dans ma propre maison, là, en disant qu'il ne devrait pas y avoir une commission d'enquête. Mais la réalité, Stéphane et Christine, on dit depuis le début qu'il n'avait pas posé les bonnes questions. On dit depuis le début qu'il n'a pas exercé la vérification diligente qu'il aurait dû exercer. Ça, je pense qu'on n'a pas besoin de dépenser là, 152 millions de dollars puis avoir les postes de télévision en information continue là-dessus, là, mur à mur. Je pense que, d'abord, la Chambre ne siégera pas pour les 2 prochaines semaines. Right? Alors, moi, je pense que c'est pas que ça s'en va, cette affaire-là, mais il va y avoir un nouveau ministre. Lui ou elle ne sera pas du tout impliqué dans ce qui s'est passé, clairement. Et donc, moi, je dis que dans 2 semaines, quand la Chambre revient, je ne dis pas que les gens vont arrêter de parler de ça, mais je pense que c'est, comme je disais tantôt, Patrice, pour moi, comme contribuable, j'en suis un, hein, comme tout le monde, là, pour moi, ce qui me heurte le plus, c'est la répétition dans les contrats qui touchent l'informatique. Et ça, il faut qu'on aille au fond des choses. On n'a pas besoin d'une commission d'enquête. On a besoin de gens qui vont s'organiser, des experts qui vont aider l'État à mieux orchestrer les appels d'offres dans ce secteur. Mais c'était ça, des experts. Ils ont fait appel à des experts pour les aider à faire ce virage de chantier numérique. Ces experts-là qui, semble-t-il, n'ont pas dit les choses. Non. Ils ont engagé des experts pour exécuter. Moi, je parle de la façon dont on va mettre les appels d'offres sur pied, la façon dont on va inviter les gens à participer. Il faut comprendre comment ces appels d'offres, Christine, c'est vous qui êtes au Québec. Moi, j'étais à Ottawa. C'est vous qui étiez à Québec. Moi, je n'étais pas là. Mais à Québec, ce que je vois, c'est tout le temps les mêmes noms qui reviennent, Christine. Tout le temps. Puis c'est des gens qui ont les mêmes contrats, qui se les donnent entre eux, puis ils sont tout le temps les mêmes intermédiaires. Bien, les gens qui leur donnent ces contrats-là, ce sont des fonctionnaires avec des protocoles qui sont à revoir. C'est ce que je dis. Est-ce qu'il n'y a pas... Et ça, c'est pas un problème, rapidement, si vous Stéphane, permettez, puis allez-y, concluez là-dessus. C'est pas là-dessus. un problème qui touche simplement Ottawa, Québec, ça touche également Ottawa. La semaine dernière, je donnais l'exemple d'Arrive-Can, je donnais l'exemple de Phoenix. À ce moment-là, Michael nous disait, non, d'une façon générale, les gouvernements sont plutôt efficaces quand vient le temps de procéder à l'informatisation. Ce qu'on voit, c'est que les gouvernements ne sont pas toujours efficaces. Et moi, je suis d'accord avec Michael. S'il doit y avoir une commission d'enquête, ça ne doit pas simplement pour se livrer à une chasse aux sorcières par rapport à qui doit porter le blâme de quoi. Ça doit nous amener à comment mieux faire pour la suite des choses, de telle sorte de rétablir la confiance du public dans les opérations, des nécessaires opérations d'informatisation des opérations du gouvernement. J'ai une question pour vous. Et dans les 2 cas, et Phoenix et ce cas-ci, c'est le même élément qui revient, la précipitation politique. M. Harper voulait un nouveau système rapidement. Dans ce cas-ci, on voulait que ça marche, même s'il y avait des voyants jaunes en disant on aurait besoin de plus de temps. Politiquement, on voulait... Et on est en campagne électorale le aussi mot en d'ordre. 2022. Oui, puis le mot d'ordre, c'est que ça marche vite. C'est pas ça le problème aussi, que les politiques qui ne connaissent pas l'informatique poussent sur des machines, puis les machines veulent faire plaisir, puis là, il arrive n'importe quoi. Parce que les dépassements de coûts, c'est du temps, c'est des heures de plus, jour et nuit, parce qu'on n'arrive pas à livrer
en temps opportun? Michael, tour de table. Bien, Harper puis Phoenix, je vais laisser Stéphane. Moi, j'étais plus là. Ça se peut que ce que vous venez de dire est exact. Moi, je me rappelle pas que Harper là, se réveillait la nuit pour penser à Phoenix. C'est des systèmes qui sont importants pour appuyer la machine qui, elle, rend des services à la population. Dans ArriveCan, Stéphane a entièrement raison. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi cette application n'a pas fonctionné comme elle le devait. J'ai jamais compris. C'était pas compliqué. Je suis pas un informaticien, mais de ce que j'avais compris, de tous ceux et celles qui l'ont regardé de l'externe, c'est un truc qui aurait dû être livré beaucoup plus rapidement, à beaucoup moindre coût. Donc, il y a des problèmes au niveau de l'approvisionnement, Patrice, mais c'est pas juste en informatique. C'est la façon dont les gouvernements l'approchent. Et quand on approche les appels d'offres au moins offrant, c'est-à-dire à celui qui offre le moins cher, à l'occasion, on se retrouve dans des situations comme celle-ci. Je ne dis pas que celle-ci, c'est celle-là, mais souvent, on se retrouve avec des fournisseurs qui ne sont pas les bons. Oui, mais avoir le courage, quand on est élu, Stéphane Bergeron, Christine Saint-Pierre, de dire « Je pensais que ça allait être prêt l'an prochain. Ça ne le sera pas, mesdames et messieurs, parce qu'on n'est pas prêt, Stéphane. » Il faut aussi que la classe politique ait le courage de dire « Si on pousse trop la machine, il va y avoir des dérapages. » Bien, deux choses. D'abord, Michael a souligné que dans le cas d'ArriveCan, on estime que le système aurait dû être beaucoup plus efficace plus rapidement. Dans ce cas-là, c'est probablement pas la pression qui était mise par les politiciens et politiciennes qui explique les retards et qui explique que les choses ont mal tourné. Maintenant, je pense que la pandémie a montré qu'il y a une plus-value pour les hommes et les femmes politiques de reconnaître qu'on a peut-être erré, qu'on a fait des erreurs. Et donc, dans ce cas-là, peut-être, effectivement, aurait-il été opportun de dire à la population, bien, voici où on en est, puis voici c'est quoi le portrait, puis on réussira pas à avoir quelque chose rapidement, à peu de frais, mais on a cherché à tout, puis l'arrêté ministériel sur le fractionnement des coûts le démontre. On a voulu faire en sorte que les choses ne paraissent pas aux yeux du public. Et ça, je pense que c'est extrêmement grave. Bon, Christine Saint-Pierre, un mot là-dessus. Vous dites qu'il faut aller au fond de cette histoire-là, de fait qu'on a voulu peut-être cacher donc des dépassements de coûts avec un décret. Et vous dites que ça laisse des traces. Dans votre esprit, c'est clair que CARE n'est pas le seul, ne devrait pas être le seul à porter le chapeau. Bien, il y a toute une séquence des événements. Puis effectivement, est-ce que CARE a parlé à son collègue Bonnardel? Bonnardel est ministre des Transports à ce moment-là. Lorsque CARE, au mois de juin, a cette rencontre-là avec les gens qui ont eu fait le PowerPoint, est-ce qu'il en a parlé à François Bonnardel, qui est ministre des Transports? François Bonnardel dit qu'il ne savait rien. Ça m'étonne énormément. Mais en même temps, lorsqu'on regarde encore une fois le film des événements, en 2018, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils arrivent au pouvoir en ayant craché littéralement sur le gouvernement libéral, sur ce dossier-là, sur le dossier du chantier du chantier numérique, en disant que c'était mal fait et qu'il fallait une enquête publique. CARE disait on ne lave pas les planchers avec de l'eau sale et une mop sale. Ils sont supposés être arrivés au gouvernement avec tout ce qu'il fallait, tous les outils, puis être bien armés pour être capable de prendre ce dossier-là en main. Ils prennent le dossier en main. En 2022, ils cachent des choses, puis là, ils nous disent que c'est la faute des libéraux, c'est la faute des péquistes avant. Ça tient pas, cette histoire-là. Okay. Oui, pourquoi il faut aller au fond des choses? C'est parce qu'il y a des centaines de millions de dollars en jeu, puis les citoyens veulent savoir où va leur argent. Puis en plus de ça, cet argent-là aurait peut-être pu servir à autre chose, peut-être à soigner des citoyens. Je ne suis pas une grande fan des Top Gun, là, mais Éric Kerr, à mon avis, n'a pas ce qu'il faut pour diriger un tel ministère. Il n'a pas la formation... Non, mais là-dessus, je m'excuse, là, je savais qu'on s'en allait là. Il n'y a personne qui va en politique pour être ministre de la cybersécurité. On n'en a pas de compétences comme ça au Québec. Je m'excuse, là, Christine. Il n'y en a pas. Ni moi, ni vous. Pourquoi dans une campagne électorale, on va chercher le futur ministre des Finances, le futur ministre de la Santé? Parce que c'est important. Parce qu'on chercher le futur ministre du chantier numérique? Pourquoi vous ne l'avez pas fait quand vous étiez au pouvoir? Parce que c'est pas, il n'y a personne que vous pouvez recruter pour faire ça. Il n'y a personne qui va venir en politique pour régler les problèmes informatiques. Je m'excuse. Peut-être. Quelqu'un va lever la main. Qui sait? Mais là, ça va bien. On ne parle pas de Trump. On continue. On ne parle pas de Trump. Attendez, ça s'en vient.
On va écouter Mme Guilbeault. On va écouter Mme Guilbeault, il y a quelques minutes, qu'on lui demande, elle, sa responsabilité. Et on va écouter M. Legault également, qui revient sur la démission d'Éric Kerr. On revient tout de suite. Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous êtes posé la question à savoir si vous deveniez une distraction? Quand je suis arrivée, c'était en train de se faire. Je n'ai signé, moi, personnellement, là, aucun document en rapport avec CASA où ça clique. Et nous, on a été floués aussi. Est-ce que vous pensez Il est là, le scandale? D'abord, je répète ce que j'ai dit. C'est Éric Kerr qui a choisi de démissionner. Les 3 ministres concernés me disent qu'ils n'ont pas eu aucun indice. Maintenant, est-ce qu'il faut faire une autre enquête indépendante? Faut-il donner plus dans la mission de la VG? Ce que je vous dis, là, c'est que moi, je vais prendre les mesures, là, c'est important. Mon intégrité, là, il n'y a rien de plus important. Je n'ai rien caché, on n'a rien caché, puis je veux qu'on soit 100% transparent. Bon, alors, dernier tour de table sur ce sujet-là. M. Legault dit, je veux qu'on soit 100% transparent, je n'ai rien à cacher. Alors, ça serait peu probable que ça soit la fin de l'histoire aujourd'hui, Stéphane Bergeron. Moi, j'en doute. Le premier ministre semble avoir ouvert la porte à aller au fond des choses. Je ne sais pas jusqu'à quel point il était sérieux et s'il était ouvert à l'idée de déclencher une commission d'enquête. Chose certaine, il faut effectivement aller plus loin que ce que peut laisser entendre cette simple démission de la part du ministre Kerr. On verra bien ce qui se passera au cours des prochains jours, mais moi, je n'ai pas l'impression que la pression va tomber. Michael Fortier, vous disiez le temps va apaiser tout ça. Est-ce que vraiment, il n'y aura pas d'autres éléments? Parce que là, il y a des très bons journalistes qui sont là-dessus et qui sortent des choses chaque jour. Peut-être que ce n'est pas terminé, Michael Fortier. Bien, peut-être. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a un nouveau ministre qui va arriver, donc on ne pourra pas l'accuser, elle ou lui. S'ils sont intelligents, ils vont essayer de s'adresser, comme je disais tantôt, de traiter des problèmes en amont pour démontrer à la population que les prochains contrats en informatique vont être donnés de façon beaucoup plus rigide. Mais non, je ne dis pas que c'est terminé. Ce que je dis, c'est que il semble que le coupable, celui que la population a identifié comme coupable, les médias et clairement ses propres coéquipiers, on l'entend là, ont identifié comme coupable, est maintenant parti. Alors, ou comme bouc émissaire. Oui, c'est ça, exactement, c'est mieux. Bouc émissaire est beaucoup mieux que coupable. Oui. Christine, ça s'en va où d'après vous dans les prochaines semaines? Là? Vous avez l'expérience que quand la Chambre ne siège pas, est-ce que ça va... Le feu va rester ouvert? Oui, moi, je crois que le feu va rester ouvert parce qu'on le dit, on le répète, il y a encore plusieurs questions. Et on doit aussi... M. Legault dit qu'il veut aller au fond des choses. Puis il y a une question qui lui est posée par mon chef de Ragy, le député libéral Nelligan, depuis plusieurs jours. Pourquoi est-ce que j'ai reçu des procès-verbaux caviardés et pourquoi ne décaviardez-vous pas ces procès-verbaux-là? Ce serait peut-être un premier geste de transparence parce qu'on va voir des choses. Il y a des choses qui se sont dites dans ces procès-verbaux-là. S'ils sont caviardés, c'est qu'il y a des choses à cacher. Alors qu'on commence comme ça, et là, ça ne s'arrêtera pas. S'ils ne décaviardent pas, bien, les questions vont revenir. Questions du Conseil du Trésor, Mme Guilbeault, M. Bonnardel. Alors, c'est pas terminé. Très bien. Ce qui n'est pas terminé, c'est l'histoire des tarifs. Je suis désolé, Michael Fortier. On écoute M. Trump qui dit « Je vous oublie pas le Canada ». C'est mardi. Hier, on a été flou avec son secrétaire au commerce. On a été peut-être flou, mais je vous le répète, ça s'en vient, dit-il, mardi. On écoute. I think you're going to see eventually, you're going to see drugs stopping because the country should not be allowing those drugs to come into the United States of America, and we're not going to allow it to happen. So that goes on the 4th of March. And then on the 2nd of April, we have reciprocal tariffs. Et M. Trudeau, dernier extrait que je vous fais entendre ce soir, qui, lui, espère encore. On écoute. On est en train de travailler jour et nuit avec un but, éviter que des tarifs soient imposés. Il n'y a pas une situation d'urgence pour les Américains
sur la frontière avec le Canada par rapport au fentanyl et on est en train de démontrer cela. Si jamais ils vont de l'avant avec ces tarifs injustifiés, on va avoir une réponse forte, immédiate et certaine du Canada. Premier 30 milliards, 21 jours plus tard, 115 milliards qui vont s'ajouter en riposte canadienne. Ça avait déjà été expliqué. Michael Fortier, je ne vous demande pas d'être devin, là, mais disons qu'il répète beaucoup, M. Trump, que ça s'en vient. Là. Ça, le Frank Baylis en moi. Écoutez, ça pourrait être demain, ça pourrait être dans un mois. Moi, la seule inquiétude que j'ai avec le 4 mars, c'est que 5 jours avant le 9 mars, où on a un nouveau premier ministre au Canada. Et M. Trudeau, il est démissionnaire. Je dois avouer que, comme démissionnaire, il n'a pas mal fait, mais il est quand même démissionnaire. Il s'en va. Moi, j'ai un malaise à ce que le 5 ou le 6, M. Trudeau annonce une série de représailles contre les Américains, même si on les connaît en partie. Moi, je ne pense pas à lui de faire ça. Je pense que c'est au nouveau premier ministre, M. Carney ou Mme Freeland, de faire ça. Je ne pense pas qu'on a besoin de faire une grande annonce tout de suite. Moi, c'est à ça que je pense. Okay. Moi, j'aimerais ça qu'on soit coordonnés et que ça se fasse... C'est pas long, hein? C'est le dimanche qui suit. Et qu'on ait M. Carney ou Mme Freeland, je pense que c'est une meilleure façon de lancer les discussions avec les Américains. Intéressant. Vous dites qu'il faudrait qu'ils attendent un peu. Stéphane Bergeron. Écoutez, moi, ce qui m'agace, personnellement, c'est d'entendre le président continuer de répéter que le fentanyl coule à flot à partir du Canada, que les immigrants illégaux traversent en masse la frontière en direction des États-Unis, alors que tout ça, on le sait, est parfaitement faux. Et ce que je trouve agaçant, c'est que malgré tous les efforts qui ont été déployés par le gouvernement fédéral, par le gouvernement des provinces et du Québec, se sont précipités les pattes aux fesses à Washington pour expliquer tout ce qu'on allait faire, tout ce qui a été mis en place depuis même avant l'arrivée au pouvoir ou l'assermentation de Donald Trump. Et c'est comme si ça n'avait aucune espèce d'effet dans la décision qui est prise par le président. Et c'est comme si tout ça avait été fait en vain parce que ça n'a aucune espèce de valeur pour le président. Et donc, la question est de savoir qu'est-ce qu'il faut de refaire pour satisfaire cet homme, alors que jusqu'à présent, le gouvernement canadien et les provinces avaient cru avoir déployé les efforts nécessaires pour répondre à ces préoccupations. Et donc, on se demande véritablement si tout ça est véritablement motivé par un afflux d'immigrants illégaux ou par un flot de fentanyl qui passerait la frontière. Je pense qu'il y a davantage autre chose derrière ça. OK. Christine, un mot sur les tarifs qui s'en viennent en J'ai encore un peu d'espoir qu'il va revenir sur cette décision-là, mais enfin, aujourd'hui, il y a quand même une mission à Washington de représentants canadiens. Il y a 2 ministres qui sont là. Il y a le tsar du fentanyl qui est là pour démontrer, le représentant de la GRC, je pense aussi, qui est là pour démontrer que le Canada a vraiment pris la chose en main, a fait des choses, il y a des saisies qui ont été faites. Alors, ils vont arriver avec des documents probablement, puis aussi des preuves. Sur un plan plus large, moi, la question que je me pose depuis le début, c'est comment se fait-il qu'il n'y a pas plus de discussion entre le Canada et le Mexique? La libre-échange, on parle de ces 3 pays et on dirait que le Mexique et le Canada ne se parlent pas dans ce dossier-là. J'ai une interrogation. J'aimerais bien savoir pourquoi ils ne se parlent pas davantage pour essayer d'avoir une ligne de conduite là, qui aurait une collaboration. Une petite période supplémentaire très courte parce que je veux votre avis. Vous êtes dans le domaine... Michael Fortier, vous connaissez ça mieux que nous, Brookfield, M. Carney. Je vous fais entendre, c'est très court. Mardi soir, à l'issue du débat anglais, il se fait poser la question. Vous étiez sur le conseil d'administration de cette firme qui a décidé de déménager aux États-Unis. Il dit oui, mais j'étais pas là quand ça comptait. On écoute. The formal decision of the board, happened after I ceased to be on the board. I do not have a connection with Brookfield Asset Management. No longer have a role, obviously, as I resigned in the middle of January. Bon, on a su qu'il avait, comme président du Conseil, recommandé le déménagement. Est-ce qu'il est
Est-ce que c'est un malaise pour lui? C'est un faux pas? Comment vous avez vu ça, Michael Fortier? Oui, c'est très maladroit de sa part parce que, dans les faits, il aurait pu expliquer aux Canadiens ce qu'il a fait. Les gens auraient compris qu'il n'y a pas d'emplois qui se sont perdus, il n'y a pas vraiment d'argent qui est passé du Canada aux États-Unis. C'est une technicalité. Brookfield Asset Management, il en était le président du conseil, voulait se lister sur la bourse de New York et faire partie d'un indice. Et pour faire partie de cet indice, et ça allait aider Brookfield Asset Management, pour faire partie de cet indice, il fallait être basé aux États-Unis. Donc, ils ont transféré le siège social. À ma connaissance, il n'y a pas un seul emploi. Alors, au lieu de l'expliquer, comme je viens de l'expliquer, il a dit qu'il n'était pas là au moment de la décision, mais il a transmis, je l'ai vu la lettre, elle est disponible sur le site web de Brookfield Asset Management, il a transmis une lettre comme président du conseil d'administration de Brookfield Asset Management à tous les actionnaires, les informant de cette transaction. Mais il a raison, lorsqu'elle s'est cristallisée, il n'y était plus. Mais il a envoyé la lettre et il était là au moment où les rouages ont été préparés. Donc, ça m'inquiète pour lui parce qu'il a été mal conseillé. Puis ça m'inquiète aussi parce qu'il y a peut-être d'autres éléments, je pense pas, mais ça va nourrir les doutes des partis d'opposition sur quoi d'autre ne nous dit-il pas. Et ça, si c'est ça... Maladroit, là, vous dites, très maladroit. Ah, super maladroit, c'était pas nécessaire. OK. Il reste quelques secondes, Christine, Stéphane là-dessus, là, mais très, très, très rapidement. Stéphane, maladroit. Premier faux pas là, de Carney. Clairement, un peu comme dans le cas d'Éric Kerr, on a l'impression qu'il a un peu transporté la vérité sans ménagement. Et là encore, peut-être qu'un peu de franchise aurait été de mise. Je pense que les choses s'expliquaient. Il a préféré ne pas le faire et prétendre qu'il n'avait rien à voir dans la décision, alors qu'au fond, il avait initié la décision. Très bien. Donc, franchise. On ne se trompe jamais quand on est franc, Christine. Ça ne sera pas très long. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que les adversaires sont en train de définir et il apprend le jeu politique. Il va devoir l'apprendre, il va l'apprendre à la dure et ça n'est certainement pas terminé. Oui, puis il n'est pas sorti depuis 2 jours. Aurait-il dû? En tout cas, bref. Merci beaucoup à vous trois, Christine Saint-Pierre, Stéphane Bergeron, Michael Fortier. Vous êtes libérés. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir.